Alors pour ce calendrier de l'Avent numéro 2, je voudrais vous parler d'une écrivain contemporaine extraordinaire qui est Amélie Nothomb. Alors on connaît tous ces chapeaux excentriques, le Japon qu'elle raconte et qu'on aime tous en France en fait. Les bizarreries on va dire de cette écrivaine qui en fait j'allais dire est un personnage en soi qui cultive une manière d'être qui la rend aussi attachante au moins que ses œuvres qui sont à la fois très bien écrites et passionnantes et en même temps extrêmement, j'allais dire extrêmement originales par le monde on va dire qu'elle installe. Alors à elle seule, c'est vraiment une époque, un style et aussi une extrême attention à son style, à l'écriture, aux situations. On a l'impression d'une femme qui sculpte son monde imaginaire, Soleil, Cancer 8, et qui en fait nous donne à voir son monde imaginaire à travers ses livres Jupiter, conjoint Soleil, Cancer 8. Donc en fait on est en face d'une véritable créatrice, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans un monde intérieur, dans un monde imaginaire extrêmement puissant et familier, qui parle en fait, qui invente des histoires. Moi elle me fait penser à quelqu'un qui serait une espèce de conteuse du coin du feu, vous voyez, une espèce de conteuse incroyable qui raconterait des histoires, qui ferait surgir, on va dire, des elfes, des sorcières, des fées, des mondes incroyables, des gens, des histoires rocambolesques, mais auxquelles on a tellement envie de croire, et qui ensuite de ça fermerait j'allais dire la chandelle le soir, et le lendemain ça recommence, il y aurait à nouveau un monde absolument féerique qui viendrait. Donc elle est terriblement et toujours, j'allais dire, en déphasage, c'est-à-dire que en dehors, j'allais dire, de Stupeur et Tremblement, donc son livre sur le Japon qui recalque vraiment, j'allais dire, c'est ce qui s'est passé dans son expérience professionnelle de jeune femme, etc. On est vraiment, si vous voulez, dans un travail de création pure par rapport au monde, dans la création et recréation de ses souvenirs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tout ce qu'elle vit d'une certaine façon, va lui servir de matériau pour son espèce de lanterne magique. Pour moi, c'est une écrivaine très proustienne, même si elle écrit des livres qui sont très courts en général, et que Proust, c'était plutôt très long. Mais en fait, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'elle nous fait vivre quelque chose à la lumière du souvenir. Alors moi, j'ai été très frappée en regardant sa carte, déjà par son grand trigone d'eau. Puisqu'elle a un soleil Jupiter en Cancer, une magnifique Lilith en Poisson 3 et un nœud sud Neptune en Scorpion en maison 12. Donc ce qui signifie que son monde intérieur, c'est-à-dire le monde subjectif de ses ressentis, est beaucoup plus important pour elle en fait que le monde extérieur, vous voyez, dans lequel elle vit, c'est-à-dire que on est vraiment dans du voyage dans les mondes intérieurs, dans l'éclosion, on va dire, de royaumes complètement féeriques et incroyables. Donc sa structure mentale est prise en étau entre deux pôles qui sont des pôles qui sont compliqués. C'est-à-dire que déjà un soleil Cancer 8, c'est un soleil qui est déphasé par rapport au monde. Alors là, je ne parle pas de Madame Amélie Nothomb, je parle en général, c'est-à-dire que ce sont des soleils qui sont en déphasage avec le monde, qui en fait réaccueillent le monde à chaque fois qu'ils vivent quelque chose, ils les réaccueillent complètement à l'intérieur d'eux pour les retransformer, pour se rendre aptes à vivre. C'est-à-dire que ce sont des alchimistes permanents, encore que ça lui va assez bien. Donc, Amélie Nothomb a un trigone à Neptune nœud sud en 12 et un trigone à Lilith en Poisson 3. Donc effectivement le premier par Neptune et nœud sud, elle a une sorte de mysticisme, de dimension sacrée dans l'acte de créer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, donc si vous avez lu des interviews d'Amélie Nothomb, vous savez qu'elle se lève très tôt, qu'elle a un rituel de vie. En fait, elle se connecte à quelque chose de très sacré. Donc, cette position donne cette sensation, en fait, qu'elle appelle les âmes. Moi, ça m'a donné l'impression, si vous voulez, comme dans Faust, Faust évoque les esprits pour qu'ils viennent et pour qu'ils créent des livres. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un processus très sacré de création et invariablement, donc c'est un axe 12-6 de manière similaire tous les jours. Donc, elle se retrouve en honneur taureau puisqu'en fait, elle insère son monde imaginaire dans un monde extrêmement récurrent, extrêmement habituel, où elle décide de se rendre chez Albin Michel pour répondre au courrier des lecteurs, où elle décide de faire les mêmes choses chaque jour. Alors, bien sûr, on n'a pas, j'allais dire, l'idée des péripéties peut-être de sa vie, mais ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt quelqu'un qui s'inscrit dans un monde, entre guillemets, assez normal de l'extérieur,
et dont, j'allais dire, la seule folie, entre guillemets, est de mettre cette dimension complètement sacrée de Neptune et du Soleil Jupiter en 8, donc Neptune en 12, Soleil Jupiter en 8, dans le monde concret, dans le cadrage concret des heures qui sont infiniment répétées. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on lui demande, hein. C'est-à-dire qu'on lui demande en fait de faire passer un monde idéal à un monde réel par quelque chose de très régulier. Donc Lilith, Poisson 3, c'est très puissant, donc ça donne le côté beaucoup plus excentrique en fait de sa personnalité, et sans doute aussi toutes les tentations d'addiction qu'il habite, c'est-à-dire que où est-ce qu'on va chercher l'extraordinaire? Alors déjà, elle est extraordinaire, elle vit dans un monde parallèle, hein, en fait, donc elle est déjà très extraordinaire, et comment elle se nourrit à cet extraordinaire? Alors, cette Lilith en Poisson 3, mais je pense qu'elle l'a compris toute seule, ne doit pas être nourrie par des addictions, par des choses incroyables, etc. Ça doit être au contraire nourri par le plat quotidien du moine zen qui prend son thé le matin, qui a toujours le même rituel de vie, etc. Alors, Lilith Poisson 3, il y a une profonde puissance de désespoir qui la hante, comme si elle était porteuse en fait de 1000 vies, de 1000 karmas, dont elle essaie de se débarrasser, mais qui lui reviennent dessus en permanence. Donc, la seule voie effectivement pour elle, on l'a dit, c'est l'extrême régularité. Alors, j'écoutais une interview d'Amélie Nothomb qui disait récemment « Je ne sais pas comment on fait pour vivre ». Alors évidemment, j'allais dire que quand quelqu'un, j'allais dire comme elle, un grand artiste lâche une phrase comme ça, j'allais dire seuls les gens qui ont une expérience similaire comprennent. C'est-à-dire que qu'entend-elle par là? Sans doute, comment fait-on quand on est habilité de 1000 vies, de 1000 âmes, pour donner le change d'une vie normale? C'est-à-dire qu'elle a un monde intérieur qui est tellement puissant qu'en fait, elle reprend la main d'une manière, j'allais dire, incroyable, comme après une lutte sauvage sur sa vie. C'est-à-dire que, en fait, elle donne le change sans cesse. Il y a beaucoup de violence, donc en vérité, dans cette intériorité. Donc, elle a un ascendant Sagittaire qui lui donne une ambition d'excellence dans ce qu'elle entreprend, donc qui vient, on va dire quelque part, concrétiser son Soleil Cancer 8, qui aurait plutôt tendance, j'ai envie de dire, à évoquer des mondes parallèles juste pour lui. Mais avec son Soleil Sagittaire, plus son ascendant, plus son honneur en Taureau 6, elle a envie réellement de réaliser quelque chose dans le monde. Alors, Vénus et Mars se retrouvent en Gémeaux, hein, et ils sont tous les deux respectivement carrés à Uranus, et à Pluton en Vierge 9, et dans l'autre cas, carré à Saturne en Poisson 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire qu'en fait, d'une part, le carré à Saturne en Poisson 4, c'est qu'il y a une recherche d'une patrie sacrée, d'une appartenance, d'un endroit rêvé, dont elle pourrait, j'allais dire, être l'enfant, être elle-même. Alors évidemment, on pense au Japon, c'est-à-dire que en fait, c'est quelqu'un qui est habité par plein de choses, hein, très très disparates, avec Mars et Vénus, plein d'envies, et en fait, comme il y a des carrés qui sont très forts, ces envies, en fait, elles sont complètement étouffées. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un qui est comme dans un corset, c'est-à-dire qu'elle est en permanence empêchée de se déployer et de vivre. Donc, la question, si vous voulez, c'est que sa lune, là, en bélier, qui rêve de liberté, d'exubérance, etc., se traduit en fait par des révoltes assez sages, c'est-à-dire qu'on est constamment ramené, j'allais dire, à la personne qui va donner toute sa vie, d'une certaine façon, à son art. Donc on pense à Flaubert, hein, l'art ou la vie, faut-il choisir entre les deux, etc. Mais donc, sa Vénus en Gémeaux, de l'autre côté, elle a envie de plaire, mais elle aurait en fait plutôt envie, avec son carré à Uranus et Pluton en Vierge 9, elle aurait plutôt envie d'une carrière, d'un accomplissement, etc., qui l'autorise à quoi? Avec l'opposition à Lilith en Poisson 3, donc on a, je vous répète, hein, parce que c'est un peu compliqué, ça va vite, entre Pluton et Uranus en Vierge, opposés à Lilith en Poisson 3, elle aurait envie en fait qu'une carrière entre guillemets honnête, on va mettre ce mot avec la Vierge, lui donne la possibilité de vivre ses rêves. Mais en fait, elle ne les vit pas, elle les écrit, et elle se trouve constamment confrontée au fait qu'il faut, à cause du carré, refaire sa carrière. C'est-à-dire qu'elle est dans un cercle. C'est-à-dire que c'est une des seules écrivaines françaises, je crois, qui va publier à chaque rentrée littéraire, à chaque date, de manière régulière. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'astreint à une régularité parce qu'elle cherche une sortie qu'elle ne trouve jamais, parce que en fait, c'est pas prévu, il n'y a pas de sortie. Donc, avec elle, on a très envie en fait de se poser la question du pas d'après, parce qu'elle a l'air de faire tous les pas très bien. Alors,
elle a effectivement très très bien réussi sa vie selon sa carte. Hein. C'est pas, j'allais dire, c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat d'astrologue. Elle a fait vraiment ce qu'elle avait à faire. Après, la question, c'est qu'est-elle venue faire karmiquement sur Terre. Donc, en fait, elle est venue, on va dire, alors moi j'utilise un point qui s'appelle la pleine lune après la naissance qui se trouve en Capricorne 2. Pour moi, en fait, elle est venue pour être capable d'affronter le monde avec son intériorité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très particulier, de très spécial, avec un très fort monde subjectif et artistique. Et en fait, ce qu'il fallait qu'elle arrive à faire, c'est ne pas transgresser par rapport à qui elle était, mais arriver d'une certaine façon à rejoindre le monde extérieur, comme si on lui avait demandé de transformer sa subjectivité en j'allais dire, une accroche au monde objectif. Alors, personnellement, sa réussite lui donne une structuration personnelle, et donc, en fait, j'allais dire, elle organise les choses, etc. Après, la question, si vous voulez, c'est que ce qui peut être tentant pour Amélie Nothomb, c'est de s'inclure dans un non-temps, c'est-à-dire dans un espèce d'espace-temps sacré qui serait pour le coup celui de Neptune en Scorpion 12, c'est-à-dire de se dire ok, je vis dans un non-temps, je répète comme une messe, comme une liturgie sacrée pour faire venir quelque chose, alors qu'on lui demande en fait de se dire ok, mais c'est ça la vie, je suis contente des conditions de vie, donc on passe, j'allais dire, de la fin au moyen, je suis contente des conditions de vie et qu'est-ce que je découvre avec ça? C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle accepte d'une certaine façon d'aller plus loin que la structure qu'elle a elle-même, j'allais dire, mis en place pour apprivoiser ses démons. Et en fait, si elle le fait, si elle arrive à le faire, alors elle le fera de toute façon dans cette incarnation ou la prochaine, où elle sera une autre écrivaine de grand talent, mais si elle arrive quand elle arrivera à le faire, en fait, elle sera au seuil, j'allais dire, d'une autre partie de sa carrière complète, où elle pourra, j'allais dire, faire une œuvre qui ressemblera pour le coup à une œuvre proustienne, c'est-à-dire à une œuvre qui soit beaucoup plus comme une cathédrale.